Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, en ce lundi 17 juin, Mosaïque souhaite une bonne fête au Hervé, avec une pensée particulière pour Hervé Atamanuk, directeur culturel de la ville, et qui travaille d'arrache-pied avec son équipe pour nous préparer une belle fête de la Saint-Paul. Notre invité du jour, Raphaël Didier, économiste et enseignant, est sur ce plateau pour évoquer son dernier livre intitulé « La grande saignée économique ». En attendant, le sommaire de l'édition. C'est parti pour le baccalauréat. Les terminales des filières générales et technologiques ont commencé leur marathon ce matin par l'épreuve de philosophie. Une belle incursion dans le monde économique avec la découverte de l'entreprise Weber Minin implantée à Roulin, un fleuron régional qui travaille 100% à l'étranger. Marjorie Locke, plusieurs fois médaillée mondiale de karaté et présidente du kickboxing de Sarreguemines, est la marraine de la manifestation Ça plane pour elle. On quitte les airs pour oublier le handicap le temps d'un baptême de moto. L'opération était organisée par une quinzaine de motards et trikers de l'association Moto Handicap de Woestwiller. Les élèves de primaire de 24 communes de la Casque viennent de passer des épreuves d'éducation routière. Ils ont enfourché leur vélo pour tenter de décrocher une place pour la finale départementale. Et nous continuerons en gourmandise à Grosse-Blie où les bénévoles de la bibliothèque proposent un après-midi autour des saveurs et du goût. Et pour finir, inauguration d'une ruche, métier d'art, Blöckelfest et leçons de choses font partie des sujets abordés dans une semaine en Lorraine. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Marjorie Locke, vous la connaissez tous, mais vous avez plutôt l'habitude de la voir sur les rings et sur les tatamis. Plusieurs fois médaillée mondiale de karaté, la présidente du kickboxing de Sarreguemines a joué les filles de l'air, du moins un après-midi, le temps de faire un baptême en planeur. C'est la moindre chose pour elle, qui est cette année la marraine de la manifestation Ça plane pour elle. C'est un portrait signé Julia Bitran et Marjorie Locke. Et oui, nous lui avons confié une caméra pour qu'elle puisse elle-même prendre des images à bord du planeur. Regardez. Ça plane pour elle. Marjorie Locke a l'habitude de beaucoup voyager, notamment pour les compétitions. Elle avait déjà testé les bateaux, les avions et même les hélicoptères, mais le planeur, c'est une grande première pour elle. Avant de planer, peut-on imaginer les sensations du vol à voile ? De la légèreté, peut-être un envol d'oiseau ou voilà, beaucoup de bonnes sensations. Voilà, déjà de la hauteur, ça c'est quelque chose que j'aime. Donc c'est vrai que rien que d'être, même si c'est 500 mètres, ça doit être un peu flippant, pourquoi pas. Avoir une bonne montée d'adrénaline, en tout cas. Il n'y a plus qu'à. Marjorie s'est envolée avec Dominique, chargée de lui faire découvrir de nouvelles sensations et de lui donner le goût du vol à voile. On n'a rien fait d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est monté derrière le pilote remorqueur. Raymond nous a monté on était quand même à 700 mètres d'altitude. Et à 700 mètres d'altitude, j'ai montré un petit peu à Marjorie comment piloter, donc j'ai laissé les commandes. J'ai vu que c'est une sportive, donc elle a tout de suite les sensations. Elle savait, parce que c'est une histoire de sensations, hein, c'est quelque chose qu'il faut ressentir dans les commandes. Donc elle était très à l'aise. Et on a terminé le vol par un vol un peu plus sportif avec des inclinaisons un peu plus fortes et je crois que ça lui a bien plu parce qu'on sent bien la prise d'accélération, les facteurs de charge, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment et je crois que ça lui a fait plaisir, ouais, c'était sympa. Le petit côté sportif que Dom nous a fait faire, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Mais on a senti une bonne pression qui prend vraiment les sensations dans tout le corps. Et à refaire, à faire, je conseille à tout le monde, c'est vraiment c'est une expérience à vivre. Voilà, donc je suis encore un petit peu secouée par tout le vol. Et puis magnifique Sarreguemines vue d'en haut, c'est vraiment génial. On n'imagine pas que c'est comme ça. Et franchement, c'est juste magnifique, quoi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Marjorie est parfaite dans son nouveau rôle d'ambassadrice du vol à voile. Après la nageuse Aurélie Muller l'an passé, c'est à son tour d'être la marraine de la manifestation Ça plane pour elle. On a toujours l'impression que le monde du sport, c'est fait pour les hommes, mais il y a tellement de choses à faire au niveau des femmes. Et puis ça plane pour elles, quoi. Donc il faut que les femmes osent être au-dessus du monde et au-dessus des hommes surtout. Voilà, donc il faut, je soutiens vraiment toutes les actions qui sont faites pour les femmes.
Ça plane pour elle est un événement dont l'initiative revient à la Fédération française de vol à voile et qui a pour but d'inciter les femmes à flirter avec le vent à bord de planeurs. Car il n'y a en France que 10% de femmes dans cette discipline. L'Espoir aéronautique de Sarreguemines fait partie de la 60aine de clubs français qui participent à cette opération. À Sarreguemines, elle se déroulera dimanche 23 juin et l'événement est couplé avec les portes ouvertes du club. Voilà ce très beau sujet de Julia Bitran. Et dimanche, ce sera bien sûr l'occasion de faire des baptêmes de l'air en planeur et pas seulement pour les femmes. Vous pourrez aussi effectuer des baptêmes en avion et vous pourrez observer une exposition de modèles réduits avec démonstration de vol indoor dans le hangar planeur. À noter donc ce dimanche toute la journée à l'aérodrome de Sarreguemines. L'arrêt sur image est préparé par Thomas Drouin. Et papy, t'as vu ? Avec ces 3 touches, tu appelles directement papa, maman et mamie. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Mosaïque vous présente son image du jour. C'est ce que l'on appelle de la formation continue. Pour rendre leurs actions encore plus attrayantes, les médiathécaires sarregueminois s'essayent à la magie. 1, 2, 3... Mon papy a pensé à son confort et à sa sécurité avec le téléphone senior. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. L'INSEE réalise entre le 17 juin et le 20 décembre 2013 une enquête sur le logement en France. L'objectif est de décrire le parc de logements et les conditions d'occupation par les ménages. À Sarreguemines, quelques foyers seront sollicités. Une enquêtrice prendra directement contact. Elle vous remercie du bon accueil que vous lui réserverez. Le soleil tant attendu rayonne enfin, la tendance pour demain avec Laetitia. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Bonjour Francis, bonjour à tous. Voici la 3, 2, 1. Bonjour Francis, bonjour à tous. Voici la météo de ce mardi. Le soleil brille encore durablement dans un ciel qui s'orne d'un voile nuageux sans réelle conséquence. Les températures remontent vite puisque l'on dépasse nettement les 30 degrés en fin de matinée. L'après-midi s'annonce caniculaire avec des valeurs souvent supérieures à 35 degrés, établissant ainsi de nouveaux records de chaleur pour la journée. Côté Hexagone, un peu couvert sur le centre et la Manche, tendance à l'orage pour l'Île-de-France, averses orageuses sur l'Aquitaine et du soleil sur la Croisette. Côté température de 16 à 30 degrés pour le nord et de 20 à 29 degrés pour le sud. Mardi 18 juin, nous fêtons les Léonces. Le soleil se lève à 5h26 pour se coucher à 21h38. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 22e festival des Arts de rue de la Saint-Paul. Toute la ville se transformera en une immense scène à ciel ouvert. Spectacles d'art de rue, fanfares, marché artisanal, rue des Potiers, fête de la rivière, produits du terroir et gastronomie. Samedi 29 juin dès 23h, grande déambulation nocturne dans les rues du centre-ville avec le magnifique spectacle Les Flamants Roses. Le tout en partenariat avec l'Union des commerçants qui seront ouverts samedi de 10h à 20h et dimanche de 11h à 20h. Le festival de la Saint-Paul, les 29 et 30 juin à Sarreguemines. Info sur www.sarreguemines.fr. Faber, le spécialiste de votre jardin. Motoculture et services, vente et réparation. L'équipement complet pour vos espaces verts, style Viking, Kubota, Etesia et outils Wolf. Faber, la vie en vert. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du RL aujourd'hui, François Hollande assure le service après-vente. Il a confié dans l'émission Capital hier soir sur M6 qu'il avait pris la mesure de la crise dès son arrivée au pouvoir. En page région, Marie, 87 ans, l'a fait. Sauter en parachute était son rêve depuis 4 ans. Elle veut renouveler l'opération n'ayant pas assez profité de toutes les sensations et notamment la chute libre. Et 26 pilotes s'envoient dans les airs à Sarreguemines, organisés au niveau national. Il s'agissait de rester le moins longtemps au sol. Le reste de l'info dans le JT de Mosaïque.
Vous êtes face à l'actualité. Le bac c'est parti, les terminales des filières générales et technologiques ont commencé leur marathon pour l'épreuve de philosophie. Au lycée Jean de Pange, 400 candidats, mais tous n'avaient pas la même pression ce matin. Sur place, Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Je peux jouer mon bac sur cette épreuve avec le gros coefficient, donc ça met un peu la pression quand même. Malgré l'imminence de l'échéance, Olivia n'a pas oublié son sourire. Inscrite en terminale ES, elle s'apprête à passer l'épreuve de philosophie, dotée pour sa série d'un coefficient 4. Les littéraires ont davantage de pression puisque pour eux, il s'agit d'un coef 7. Les scientifiques joueront plus gros demain au moment de passer les épreuves de physique et de mathématiques, dotées pour eux de coefficients plus élevés. Pour se préparer au mieux à cette épreuve, chacun sa technique. J'ai acheté des fiches et puis j'ai révisé jusqu'à hier, jusqu'à la veille, donc j'espère que ça marche. J'ai relu plus ou moins les chapitres et puis après je vise sur l'intuition du sujet aussi et je verrai en fonction de si le sujet m'inspire ou pas, si ça ira et voilà. L'an dernier au niveau national, près de 90% des inscrits en filière générale ont obtenu leur baccalauréat. La réussite à cet examen n'est qu'une étape qui leur permet d'accéder aux études supérieures. J'ai le résultat des écoles, donc je sais que je suis pris, il faut juste que j'ai mon bac en fait. Beaucoup d'élèves de terminale cherchent à obtenir plus que la moyenne et veulent une mention. On sait que chacun a beaucoup travaillé et on va dire logiquement les élèves ne devraient pas avoir de soucis particuliers à partir du moment où il y a eu une année scolaire très studieuse, des baccalauréats blancs efficaces et puis une volonté très claire à la fois des équipes de professeurs et du suivi que les élèves ont accordé à cet effort. Donc nos attentes sont toujours très ambitieuses, mais c'est la réalité de l'examen qui compte. Les bacheliers seront le 5 juillet s'ils ont obtenu leur baccalauréat. La promotion 2013 sera la première à avoir connu la réforme des lycées. C'est un fleuron régional, une holding internationale qui a pignon sur rue à Roulin. Weber Mining est une entreprise familiale dont le siège et le savoir-faire sont basés localement et qui est implantée presque dans tous les continents. Adolf Weber l'a créé en 1960. Sa spécialité, la sécurisation des mines, un marché qui a vraisemblablement encore de beaux jours devant lui, mais qui devient de plus en plus concurrentiel. Jean Birkel s'est rendu dans les locaux de cette société qui fonctionne 100% à l'export. C'est une épopée entrepreneuriale qui peut laisser admiratif. Dans les années 1960 et 70, l'ingénieur des travaux publics Adolf Weber voit dans la sécurisation des mines un important filon. Aux portes du bassin houiller de Moselle-Est, il saisit parfaitement les besoins et se lance dans la mise au point de procédés novateurs à base de mousse expansive. Avant, les mines utilisaient du plâtre, il fallait des milliers de tonnes pour boucher des galeries, alors que moi, avec 5 ou 10 tonnes ou 20 tonnes, vous aviez des centaines de mètres cubes. La principale application de nos produits donc dans le domaine des mines de charbon souterraines, vous avez les veines de charbon, le soutènement marchand, c'est là qu'on abat bien sûr et qu'on extrait le charbon. Et au fur et à mesure de l'avancement, en fonction de la géologie du terrain, on a très souvent des fissures, des cracks qui déconsolident le massif. Et donc pour éviter ça, on injecte des résines à base de polyuréthane, phénolique ou silicate dans la roche et dans le toit, qui a pour effet de reconsolider complètement le massif et de permettre à l'ensemble des équipements d'avancer, d'extraire le charbon et surtout d'éviter les éboulements, les chutes, les accidents, les arrêts de production. Ici vous avez un schéma qui représente la deuxième grande application que l'on rencontre dans les mines. C'est lorsque la première n'a pas fonctionné, que le massif est donc déconsolidé. Vous avez très souvent des éboulements et des chutes de pierres qui se génèrent ici et créent un grand vide au-dessus de l'exploitation et empêchent la machine de se caler et de poursuivre l'extraction du charbon. Et c'est là qu'on injecte par contre une mousse phénolique. Cette mousse est expansive, donc elle va remplir le vide et permettre à l'équipement de se recaler sur son toit. Telle la tortue se protège avec une carapace, les brevets de Weber permettent aujourd'hui encore aux exploitants de mines de sécuriser les galeries contre les éboulements mais aussi contre le grisou. Car ces mousses servent également à la gestion de l'aération. Des produits qui en outre ne sont pas inflammables et permettent donc d'éteindre un feu de mine. En la matière,
Weber était d'ailleurs le numéro 1 mondial. La tortue en même temps, elle est un des animaux qui a traversé, qui est de l'époque des dinosaures, qui a traversé tous les siècles, qui a eu tous les débats possibles, mais qui est toujours là. Et je pensais que mes procédés aussi allaient durer assez longtemps, et la preuve c'est que ça dure quand même depuis un certain temps. La force de Weber a été d'être à la fois pionnier dans ce domaine et leader sur un marché français qui était alors peu concurrentiel et offrait d'importantes marges financières. Un marché qui devait prendre fin avec la fermeture annoncée des mines en France. L'entreprise a donc été contrainte de conquérir de nouveaux marchés dans d'autres pays. Actuellement, le groupe compte 6 filiales en Allemagne, en Pologne et plus récemment en Australie et en Afrique du Sud. Les mines européennes sont très profondes, donc le coût d'extraction de la tonne de charbon est forcément plus élevé que des pays qui l'ont à même le sol. Et je pense quand même que malheureusement l'Europe a définitivement tourné la page et qu'il nous appartient vraiment de s'adapter et d'aller chercher les marchés là où ils sont. Avec la force qu'on a malgré tout, c'est de continuer à fabriquer à Roulin et d'expédier, je dirais, toute notre production vers les différentes filiales en dehors de l'Australie où nous fabriquons une partie localement. Mais tous les autres pays sont livrés au départ de France. Et c'est vrai qu'on a fait de gros efforts de restructuration, de maîtrise de coûts, une grande flexibilité aussi au niveau du personnel. On a une grande mobilisation autour de ce sujet-là pour demeurer compétitif au départ de France et ça marche. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer et on est quand même très fiers de pouvoir conserver encore cet outil de travail dans le village de Roulin. Weber Mining emploie une cinquantaine de personnes, dont 15 personnes à temps plein à Roulin. L'entreprise dégage un chiffre d'affaires allant de 20 à 25 millions d'euros, dont 10 en France. Et les perspectives restent optimistes, d'autant que le charbon est une ressource abondante qui continue d'être exploitée. On connaissait les baptêmes de l'air, il existe aussi les baptêmes de moto. L'association Moto Handicap de Vousvillers a réuni une quinzaine de motards et de trikers pour un circuit autour de Sarreguemines. Thomas Drouin. Être motard et vouloir faire connaître le monde du handicap, c'est la raison d'être de l'association Moto Handicap. Parmi les actions menées, des baptêmes de moto et de trike pour des personnes en situation d'handicap mental. Le trike étant un engin à 3 roues à chemin entre la moto et la voiture. Dernièrement, ce sont les membres de 2 établissements sarregueminois qui ont pu en profiter sur les routes de la vallée de la Blise, à savoir la résidence Lydie Guggenheim et le foyer Charles et Marie Knell. Et un baptême de moto, c'est toujours beaucoup d'émotions. Le premier kilomètre, ils sont peut-être un peu nerveux, mais bon, très vite, ils prennent leur marque et ils sont très heureux du baptême qu'ils peuvent effectuer. Cette opération, première à Sarreguemines, devrait se reproduire dans les ans à venir. C'est du moins le vœu le plus cher de l'association Moto Handicap, qui espère pouvoir aussi l'ouvrir plus largement aux familles par exemple. Juin est un mois riche en évaluations. Les élèves des écoles primaires de 24 communes de la Casque passent des épreuves d'éducation routière. Pas moins d'une 60aine d'écoliers ont enfourché leur vélo pour tenter de décrocher une place pour la finale départementale. Sandrine Serbino et Guillaume Dumonteil. La sécurité routière se pratique au volant, mais aussi au guidon. Depuis janvier, 13 écoles de Sarreguemines et 23 écoles des communes rurales de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont pris part à une action de prévention aux dangers de la route. Encadrés par la gendarmerie, la police nationale et la prévention routière, ce challenge comportait des épreuves théoriques et pratiques sur un circuit aménagé dans le parc de l'hôtel de la communauté d'agglomération. À l'issue de cet enseignement, 60 élèves de cours moyens ont été retenus sur les 1200 participants. Ils avaient l'occasion d'en découdre pour décrocher un strapontin leur permettant de défendre les couleurs de l'agglo le 19 juin prochain à Talange. Jules Imbert, Alexandre Chevrier, Olivier Didiot, Octave Brubaché et Maxime Thiel seront du voyage. La semaine du goût est attendue pour octobre, mais à Groesbly, les bénévoles de la bibliothèque prennent les devants. Ils proposaient un après-midi autour des saveurs et du goût. Adélie Robert, Catherine Henrich, Bernard Lange. Les yeux bandés, les participants sont invités à reconnaître à l'odeur ou au goût une grande variété d'épices. Et ce n'est pas aisé pour tout le monde, même pour les habitués des fourneaux. Distinguer l'origan de l'aneth ou de la sauge n'est pas si évident que ça.
Même si la plupart de ces aromates poussent dans nos jardins, nous sommes plus habitués à les reconnaître par la vue que par l'odeur. S'il faut associer en même temps l'iconique et en même temps le goût, c'est-à-dire la différence, un truc simple, la différence entre les oignons et les échalotes, c'est vrai au niveau du goût, c'est très difficile, les yeux bandés, de discerner, de faire cette différence, mais quand on voit le côté violet, donc on voit tout de suite que c'est des échalotes, quoi. Les aromates à cuisiner n'étaient pas les seuls à l'honneur. Les bénévoles ont également ouvert un stand de confection d'antimites naturels, permettant à chacun de repartir avec un souvenir. C'est la fin de l'info. Restez avec nous. Nous allons parler de la dette publique avec notre invité et voyager au cœur de la Lorraine avec notre magazine d'info. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. On recherche un chef de chantier, travaux publics. Ses missions principales sont le suivi des travaux et la coordination des différents corps de métier. C'est un CDI 35 heures, salaire horaire 11,50 € à 14 €. Raphaël Didier est un économiste et enseigne à l'IUT de Moselle-Est. Passionné par sa discipline, il est conférencier à l'Université du Temps Libre de Metz et à l'Université populaire de Forbach. À Sarreguemines, il a créé un café économique. Il est aussi auteur de livres, dont ce fascicule qui vient de sortir, intitulé « La grande saignée économique ». Raphaël Didier, bonjour. Bonjour. Alors, dans ce livret, vous tentez d'expliquer comment le mauvais diagnostic conduit à l'austérité. Oui, c'est-à-dire que vous venez d'utiliser un mot, la dette publique, et je pense que très peu de gens savent réellement ce qu'est la dette publique, parce que tout le monde pense que c'est la dette de l'État, et oublie qu'il y a la sécurité sociale, les communes, les collectivités en général. Ça fait beaucoup de monde. Donc c'est l'addition en fait des dettes de toutes ces collectivités, Totalement. De tous ces services de l'État. Voilà. Alors, vous dites les dépenses clientélistes et électorales sont à proscrire. C'est quelque chose que j'extrais du livret. Je pense que ça, c'est la base, logique. C'est le bon sens. Voilà. Sauf que c'est le bon sens, mais ça va toujours mieux en le disant, parce qu'aujourd'hui, on croit qu'il faut couper les dépenses. Moi, je crois plutôt qu'il faut dépenser mieux, c'est-à-dire ne pas penser qu'à raboter comme on le fait beaucoup en France. Alors, il y a une grande différence entre les entreprises, on va dire, privées et les collectivités. Les seules qui peuvent travailler avec un déficit, ce sont les collectivités ou les services de l'État. Alors, en même temps, on dit ça, mais n'oublions pas que la plupart des entreprises s'endettent pour leur investissement, pour investir en capacité de production. Vous avez eu un reportage sur Weber Mining où vous montriez justement qu'il y a de l'investissement pour pouvoir s'étendre et surtout gagner des parts de marché à l'international. Et je crois que ça c'est souvent mal compris parce qu'on compare ça à un ménage. Et on est persuadé que, comme le ménage, s'il est trop endetté, alors il coule. Sauf que pour un État, c'est pas ça, puisqu'un État, par définition, c'est nous tous. C'est-à-dire la possibilité pour un pays, à travers sa représentation politique, eh bien, de construire les infrastructures de demain et de construire le monde de demain. Et donc si on ne s'endette pas du tout, ben, on ne construit plus rien. Donc la dette, elle est normale, mais elle a ses limites. Elle a ses limites, ça c'est évident. La Grèce est là pour nous montrer que dépassant certaines limites, on arrive à une catastrophe qui est simple, c'est-à-dire qu'à un moment, vous n'arrivez plus à rembourser. Mais sinon, en dehors de ça, ce qu'il faut pour pouvoir rembourser la dette, c'est de la croissance. Et c'est bien ce qui nous manque ces dernières années. Donc c'est vers la croissance qu'il faut mettre le maximum d'objectifs aujourd'hui. Mais est-ce que selon vous, on a atteint la limite de la dette ? Ou est-ce qu'on aurait pu encore aller un peu plus loin ? Alors, il faut savoir qu'on a longtemps eu en tête cette idée du 90% du PIB, qu'on a souvent énoncé, et qui est une bêtise puisque ça reposait sur un article de recherche qui avait été fait par 2 économistes américains qui aujourd'hui avouent s'être trompés. Et on pense même plus que trompés, ils auraient probablement trompé les gens en faisant des informations partielles. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de seuil et que ça dépend des pays. Je rappelle quand même que le Japon, qui s'en sort plutôt bien en ce moment, a une dette publique de 225% du PIB, quand nous en sommes à 90%. Donc la France, la dette est trop élevée selon vous ou pas ? Je ne pense pas que la dette soit trop élevée, mais je dis qu'en période de récession comme nous sommes en ce moment, si nous coupons nos dépenses, alors forcément nous allons créer encore plus de déficit, parce que l'activité s'arrête, comme nous le voyons. Donc les recettes diminuent. Les recettes diminuent, voilà, c'est très simple à comprendre. En fait, l'a priori, à la base, c'était quoi ? C'était de dire, quoi qu'il arrive, si on coupe les dépenses, ça ira mieux demain. Ben, c'est pas vrai, parce que ça supposerait que toutes les choses restent égales. Or, on sait que l'activité s'arrête à ce moment-là, puisqu'il y a beaucoup de dépenses de transfert. Et dans ce cas-là, on va s'endetter encore plus. C'est ce qu'on voit.
Comme là, on fait une réforme de la branche famille, une réforme de la branche retraite, donc vieillesse d'ici la fin de l'année, et quoi qu'il arrive, on sait qu'on ne tiendra pas les objectifs. Alors un mauvais diagnostic, vous l'écrivez dans le livre, donc un mauvais remède. La dette publique est le symptôme de la crise, mais non sa cause. Oui. Je crois que le vrai problème de la crise, c'est ce que j'essaie d'expliquer en quelques lignes, sans mathématiques, ce qui est toujours difficile d'expliquer ça sans mathématiques, sans jargon, c'est de dire le vrai problème, c'est l'endettement privé. Ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Les États-Unis l'ont très bien saisi, parce qu'on voit bien que leur dette publique, ils la laissent filer. On a plus de 16 000 milliards de dollars, ça n'a même plus de sens de donner des chiffres aussi grands. Alors qu'en France, on s'intéresse, comme en Europe, beaucoup à ces histoires de dette publique, mais on oublie que les ménages sont très endettés et que les entreprises sont parfois très endettées, à tel point qu'aujourd'hui, les entreprises, même quand elles sont saines, ne trouvent plus de financement, ni en termes de crédit, ni en termes de marché. Alors moi, j'aurais tendance à dire que faire un état des lieux, comme vous le faites, même si le livre n'est pas très épais, du moins celui-là, parce que vous en avez sorti plein d'autres. Faire cet état des lieux est important, vous le faites très bien, mais je dirais c'est facile à faire. Alors moi, je vais vous poser quelques questions très simples. Concrètement, en une phrase, vous faites quoi pour l'emploi ? Alors, pour l'emploi, recherche de croissance. Tant qu'il n'y a pas de recherche de croissance, tant qu'il n'y a pas une possibilité déjà de bloquer les importations qui viennent de pays qui nous concurrencent avec des salaires très bas. Je pense bien évidemment à la Chine, Vietnam, Bangladesh. Au niveau européen, il faudrait mettre un peu de protectionnisme. Alors, dans ce cas-là, on pourrait à nouveau prévoir la création d'emplois. Donc, protéger. Protéger, oui. Protéger. Vous faites quoi pour la retraite ? Alors la retraite, là aussi, on est face à deux problèmes. Tout d'abord, un choc démographique. Donc, tant qu'il n'y a pas d'emploi, de toute façon, on ne résout jamais aucun problème en France, puisque tout est basé chez nous par répartition, donc sur les cotisations. Donc, à nouveau, on revient à la question de l'emploi. Vous faites quoi pour la dette ? Alors, pour la dette, en fait, on le sait depuis Keynes, depuis 1936. Keynes disait toujours, c'est quand tout va bien que vous commencez à vous intéresser aux vrais problèmes. Donc, pour l'instant, laissons passer la crise et on en reparlera. Le poids des fonctionnaires est trop élevé, selon vous ? Non. Non, parce que si vous regardez vous ce qui se passe... fonctionnaire, Non, je ne suis pas fonctionnaire, vous voyez, comme quoi. Non, le poids n'est pas trop élevé. Il faut quand même voir qu'une chaîne de télévision, comme là en Grèce, c'était 3000 personnes. Donc là, évidemment, il y a des endroits où on est allé trop loin. Là, en France, non, on est déjà à la limite. Et je pense que si on dégrossit encore, on va se retrouver avec des véritables problèmes, parce que quelqu'un tout seul ne peut pas faire le travail de 6 personnes. Donc demain, aller dans la rue pour manifester contre, je dirais, un certain nombre de décisions qui vont tomber bientôt, pour vous, c'est normal ? Oui, mais j'en serai certainement, j'en ferai partie certainement. Voilà. L'Europe ? Une chance ou pas ? Alors l'Europe, comme elle est aujourd'hui, malheureusement, n'est plus une chance. C'est-à-dire qu'elle a été mal construite. On sait que la zone euro n'est pas pilotée. L'euro se promène sans pilotage politique. Donc il y a tout à changer. Tout a changé, mais très rapidement. Malheureusement, ce n'est pas la décision, ce n'est pas la direction qu'on en est en train de prendre, parce qu'on voit bien que la France et l'Allemagne divergent dans leur appréciation de la crise. Alors, une grande saignée économique, ce petit livret, on peut le trouver où, Raphaël Didier ? Eh bien, on peut le trouver sur Internet, et on peut le trouver chez Chapitre, à Sarreguemines. Merci. Merci à vous. D'être passé, ça a été bref, mais comme on est un peu limité par le temps. En tout cas, merci. Je vous laisse pour finir cette édition en compagnie de Maud Niederkorn pour une semaine en Lorraine. Excellente journée à tous. Salut les Lorrains, c'est reparti pour une semaine en Lorraine, une demi-heure durant laquelle nous allons découvrir notre région autrement, et ce grâce à vos télés locales qui ont l'œil et qui nous rapportent chaque semaine des images de la Lorraine et de ceux qui la font vivre. Et ceux qui la font vivre cette semaine, ce sont les soldats du 16e bataillon de chasseurs de Forbach qui ont reçu les élèves de première du lycée Jean Moulin pour une opération de sensibilisation. Certaines plus précisément, ont été conquises, vous verrez. Puis
puis nous resterons en compagnie des lycéens, ceux du lycée professionnel de Saint-Vincent-de-Paul à Algrange, qui propose une filière métier des arts, une idée d'orientation, pourquoi pas, pour les futurs bacheliers. Et puis, à l'heure des scandales alimentaires, les producteurs locaux tirent leur épingle du jeu et s'unissent pour proposer aux consommateurs des produits de qualité par l'intermédiaire de ruches. Nous vous expliquerons comment devenir une abeille dans quelques instants. Mais d'abord, je vous propose de démarrer ce magazine avec une leçon de choses, ou devrais-je dire une leçon de vie, celle donnée par deux personnalités hors du commun. Philippe Croizon, le premier amputé des 4 membres à avoir traversé la Manche à la nage, et Isabelle Autissier, première femme à avoir accompli un tour du monde en compétition. Tous deux participaient il y a quelques jours à la soirée prestige du Centre des jeunes dirigeants d'Épinal. Vosges Télévisions était sur place pour nous rapporter ce sujet coup de cœur de la semaine. Ambiance Festival de Cannes vendredi dernier à la patinoire d'Épinal, transformée en salle de réception pour la soirée prestige du Centre spinalien des jeunes dirigeants d'entreprise. Une soirée sur le thème changer de vie, un choix ou une nécessité, et parmi les invités, Isabelle Autissier et Philippe Croizon. La première, ingénieure, navigatrice et désormais présidente du WWF France, en est donc à sa 3e vie. Le second, amputé des 4 membres après une électrocution, auteur l'an dernier de l'exploit de relier à la nage les 5 continents, il combat sans relâche les a priori sur le handicap. Vous savez, quand je fais des écoles et que je dis à leurs camarades, je dis c'est qui Thomas pour toi? C'est mon copain. Oui, je dis d'accord, mais Thomas il est en situation de handicap. Non, c'est pas grave, c'est mon copain. Voilà, le changement de regard il est là. Ça veut dire que dans 15 ans, 20 ans, tous ces gamins qui ont été confrontés au handicap dans l'école, il n'y aura plus de gêne. Nos générations, ma génération encore, n'a jamais été confrontée au handicap. Donc quand vous avez des chefs d'entreprise, on ne peut pas leur dire prenez les personnes handicapées, ils ne savent pas ce que c'est. On a eu le film Intouchable, on a les petits courts-métrages Vestiaires sur France Télévisions avant le journal. Voilà, il y a un gars qui a relié les 5 continents à la nage. Il y a eu les Jeux paralympiques à Londres, qui ont été énormes. Donc ça, voilà. On est en train de faire évoluer la société sur le handicap. Et les deux sportifs explorateurs de voir de nombreuses similitudes entre leurs exploits et le quotidien des entreprises. Le fait d'arriver à avoir la détermination suffisante pendant 2, 3, 4, 5 ans pour aller dans une direction nouvelle, pour s'enrichir, c'est vraiment le point commun de toutes les activités. Et donc, quelque part, de se faire suffisamment confiance pour se dire, ben voilà, j'y vais, j'avance et je vais y arriver, quoi. Le monde de l'entreprise et la performance sportive, pour moi, c'est égal. C'est exactement la même chose. On a un but à atteindre, on a des objectifs à atteindre. Des objectifs complètement dingues, des fois. Mais il faut y aller. Mais c'est possible. C'est possible avec de la volonté, du courage, du dépassement de soi, des fois. Même souvent, surtout dans le sport de haut niveau. Des impératifs d'autant plus nécessaires dans un département comme le nôtre, dont le tissu économique malmené, le textile hier, la sous-traitance auto aujourd'hui, n'a pas d'autre choix que de se renouveler. Quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il faut remettre des autres objectifs. Et il faut repartir. Je crois que dans toute la vie, c'est comme ça. Et il faut arriver à... Et malheureusement, alors c'est peut-être facile à dire, c'est sûrement moins facile à faire. Mais je crois que, il faut surtout chercher à être acteur de sa propre vie. Et pas attendre des autres, parce que je crois que si on attend des autres, on peut attendre parfois toute sa vie. Une leçon de vie, une philosophie que ne renieraient pas Isabelle Autissier et Philippe Croizon, deux figures qui ont partagé leurs expériences avec les 1400 cadres et dirigeants d'entreprises présents ce soir-là, un record d'envergure nationale. Partons à présent en Moselle où l'armée de terre recrute. Elle offre d'ailleurs aux futurs actifs un large panel de métiers et carrières. Pour la 3e année consécutive, les élèves de première du lycée Jean Moulin de Forbach ont participé à une opération de sensibilisation organisée par le 16e bataillon de chasseurs de Forbach. L'équipe de TV Cristal a suivi ces potentiels bidasses en folie. Sont-ils prêts à s'engager? Pas si sûr. Ces jeunes sont en pleine préparation du baccalauréat. En pleine période de révision, les enseignants du lycée Jean Moulin à Forbach ont accordé à quelques 46 élèves de première S une journée de découverte de l'institution militaire. On pourrait voir de nuit. On pourrait vraiment tout faire. C'est une opération de sensibilisation à l'armée puisque malheureusement nos élèves n'ont plus l'occasion d'avoir davantage de contacts à travers la journée d'appel. Et donc là, ça leur permet de voir ce qui se fait. Et puis par ailleurs, effectivement, programme de première S en histoire, on a tout ce qui concerne la guerre, depuis la guerre de 14-18 jusqu'aux nouvelles conflictualités. C'est la 3e année consécutive que le 16e bataillon de chasseurs accueille ainsi
aussi des élèves du lycée Jean Moulin, des lycéens en filière scientifique et qui visiblement semblent séduits par les technologies servant à la défense. Ah oui, ça va, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien là. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement? C'est tout ce qui est manier les fusils, tout ça. Moi j'aime bien vraiment. Ah, ça me plaît. On a visité le nouveau char qu'ils viennent de recevoir. Et qu'on a visité la tourelle, comment ça se passe, ils nous ont expliqué à quoi il sert et comment ils s'en servent. En bon pédagogue, les chasseurs de la 3e compagnie de combat ont bien évidemment parlé de leur métier au service de notre pays. On va pas rentrer dans les caractéristiques numériques assez poussées, on va expliquer les grandes phases du matériel, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies qui aujourd'hui sont assez révolutionnaires, surtout dans l'armée française. En quelques heures, ces jeunes ont pu approcher la vie militaire. Pour autant, vont-ils franchir le pas et signer un contrat d'engagement? T'as tout l'équipement maintenant qu'il te faut, il reste plus qu'à signer là. Ah bah quand vous voulez. Hein. Tu serais prête à t'engager dans l'armée de terre? Ah, j'aimerais bien, mais au niveau des pompiers, je peux pas. Pourquoi? On peut pas faire pompier volontaire et l'armée. Est-ce que tu es plutôt séduite? Oui, vraiment séduite, c'est vraiment un beau métier. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Comme je disais, servir sa patrie, tout est bien équipé, c'est vraiment un esprit d'équipe. Je préfère aller en médecine, gagner un peu plus d'argent que de souffrir à l'armée. Donc finalement, tu ne t'engageras pas? Ah non, pas du tout. Peut-être pas, on sait jamais, qui sait. Discuter avec les chasseurs, porter les équipements du fantassin, tester leur aptitude à détruire des cibles sur des simulateurs, ces futurs scientifiques retiendront certainement de cette rencontre que l'armée de terre recrute et offre aux futurs actifs tout un panel de métiers et de carrières. Parlons à présent des ruches qui pourraient peut-être un jour se substituer au réseau classique de distribution dans le secteur de l'alimentation. Nous n'y sommes pas, mais une chose est certaine, en ces temps où la confiance du consommateur est mise à mal par le scandale de la viande de cheval notamment, ces regroupements d'agriculteurs au service du consommateur et de la qualité du produit rencontrent un succès grandissant. Les ruches se multiplient en France. On en compte aujourd'hui 250, dont une qui vient d'ouvrir ses portes à Frémin-Merlebach. L'occasion pour TV8 de se pencher sur le phénomène. Du soleil, de la bonne humeur, des stands et des produits à déguster, on se croirait presque au marché. Sauf que nous sommes ici rue des Jardins à Frémin-Merlebach et qu'aucun produit ne sera vendu aujourd'hui. Il s'agit de l'inauguration d'une ruche, un dispositif qui permet au public d'acheter directement aux petits producteurs sans avoir à faire des kilomètres pour aller jusque chez lui. Alors ça se passe simplement, vous vous inscrivez sur le site sans engagement, c'est gratuit, vous y venez, vous réservez une alvéole et puis une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez accéder aux ventes toutes les semaines. Donc les ventes s'ouvrent le jeudi et se ferment le mardi. Et vous avez accès à peu près à entre 200 et 300 produits chaque semaine, de toutes sortes. Confiture, fromage, viande, légumes, pain, gâteaux, vin et j'en passe. Une fois payés sur Internet, les produits attendent sagement d'être récupérés par les acheteurs chaque vendredi de 18h à 19h sur le site de Frémin-Merlebach. Cet après-midi permet donc de goûter aux produits avant de passer les premières commandes. Waltraud ne boude pas son plaisir. Elle a déjà ses petits coups de cœur et compte bien passer commande sitôt rentrée. Je découvre aujourd'hui et je suis vraiment très très emballée par le système. Pourquoi? C'est quoi l'avantage? Déjà, on peut le trouver sur Internet. On est à domicile, on n'a pas besoin de se déplacer. On voit tranquillement les produits qu'il y a. Et comme dit, c'est des produits qu'on ne trouve pas partout. C'est surtout ça aussi qui m'intéresse. C'est je suppose des produits beaucoup plus sains. Tout, la viande, les fruits et légumes, voilà. Et à une époque où l'on ne sait plus très bien ce que l'on a dans son assiette, manger sainement devient une véritable tendance de fond. Ça se développe de plus en plus, les gens sont à la recherche de produits vrais, sains et pas de cheval dans la viande de bœuf, comme on dit, c'est d'actualité. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à venir vers ce genre de choses et les producteurs le savent et font en sorte de proposer de bons produits avec leur savoir-faire. Des produits vrais, naturels, fabriqués près de chez soi par des passionnés réunis à portée de clic. Ce n'est pas pour rien si les ruches n'en finissent pas d'ouvrir. On en compte actuellement 250 en France et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il faut dire que le système est aussi intéressant du côté des producteurs. Il a en tout cas séduit Frédéric qui fait du fromage à Alberstroff. Cette ruche, c'est la 5e à laquelle elle prend part. La vente en direct, les marchés me plaisent bien, mais le problème c'est que c'est les matins.
Et le matin, moi je travaille quasiment toute seule à la fromagerie et je suis obligée de transformer. Donc je ne peux pas transformer et vendre. Et les ruches, les livraisons se font le soir. En plus, les gens y commandent. Donc, et on peut mettre en ligne les produits qu'on a en stock plus ou moins. Et on met un montant qu'on veut atteindre. Et si le montant n'est pas atteint, on peut dire non ou on peut accepter de livrer quand même. Donc on est assez quand même libre. Alors qu'au marché, on y va tôt le matin, mais on ne sait pas pour combien qu'on aura vendu, on fait des kilomètres aussi. Donc c'est un système qui est quand même très bien pour nous. En milieu d'après-midi, plus d'une centaine d'abeilles avaient déjà rejoint la ruche de Frémamer-le-Bac. L'inscription sur le site ne vous engage absolument à rien. Et pour ceux qui habiteraient trop loin, notez qu'une autre ruche devrait ouvrir ses portes le 19 juin à Sarreguemines. Alors notez l'adresse de ce site justement www.laruchequidioui.fr. Vous y trouverez les ruches existantes en Moselle et puis vous saurez également comment vous inscrire, comment ouvrir et même fournir une ruche. Dans quelques instants, dans une semaine en Lorraine, nous découvrirons les hommes et les femmes qui font vivre la Lorraine grâce à leur passion. Nous ferons la connaissance d'Aline von Rompuy, cette cowgirl installée dans la région de Woestwiller, fait danser les habitants de la Moselle-Est sur des airs de country. Nous partirons également à la rencontre de Michael Allard, un champion de savate, un sport de combat que l'on pratique par exemple dans le club de savate de Voipy en Moselle. Peut-être vous laisserez-vous tenter. Et puis nous finirons par un artiste déodacien, Pierre Crinquant, un plasticien que l'équipe de mylorraine.fr a rencontré lors du dernier festival de Gérardmer. Un festival, vous le verrez, sur mesure pour cet artiste. Mais d'abord, je vous propose de plonger au cœur de la tradition avec la Brockelfest de Eutin en Moselle. Dans son petit village, depuis le début du XXe siècle, les habitants célèbrent la fin de la récolte des foins à grands verres de lait caillé. Pas très ragoûtant de prime abord, mais paraît-il très rafraîchissant. Reportage de TV8 à Eutin. Derrière les tracteurs rhabillés pour l'occasion, ils sont une petite centaine à défiler. Les enfants de l'école primaire d'Eutin qui ont suivi le thème de cette année, la fenaison, mais aussi des associations comme le Training Club Canin venu avec ses plus beaux spécimens. Le convoi emmène les participants des hauteurs du village jusqu'au groupe scolaire en passant devant la mairie et l'église. Et tout au long du parcours est distribué le fameux lait caillé, une spécialité qui a traversé les époques pour arriver jusqu'à nous. Le goût est surprenant, mais à Eutin, on est plutôt fiers de cette boisson. Je voulais le faire goûter à des gens de Bordeaux, mais apparemment je vois qu'ils sont servis, donc je vais le boire. Alors à votre santé, en espérant que ça me donne de la force pour toute l'année. Voilà. Vous aimez ça? Oui, c'est très bon et c'est surtout rafraîchissant à l'heure là, avec la traversée du village, donc c'est très bien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose que nous n'avons nullement inventé, c'est quelque chose que nos ancêtres ont déjà fait. Tant que je m'en souvienne, c'est vers les années 1900. Il y a eu la fête du village, c'est les pompiers, il me semble, qui organisaient cela. Et dans ces temps-là, ils n'avaient pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Et puis ils ont été en manque de bière. Et comme il faisait chaud, comme il faisait beau, également il fallait qu'ils se désaltèrent. Et puis comme il y avait beaucoup de vaches, qui dit les vaches dit du lait, donc ils ont pris le lait caillé. Et le lait caillé qui est le Brockelfest. Bernard Nault, qui joue dans le défilé le rôle du Brockelpeter, aspergeant la foule de lait macéré, a il y a quelques années remis cette Brockelfest au goût du jour avec le groupement des associations eutingeoises. Petit à petit, elle gagne en importance pour devenir la fête du village. Après le défilé, tout le monde se retrouve à la fête foraine. La soirée s'annonce animée avec des animations, de la musique et l'élection de Miss et Mister Eutin. Partons à présent à la rencontre d'une cowgirl, comme promis. Elle s'appelle Aline von Rompuy. Cette taxi driver chausse régulièrement ses Santiago pour danser sur la country. Elle a d'ailleurs monté une association dans la région de Woestwiller qui compte une centaine de membres. Portrait tout de suite d'une passionnée signée Mosaïque TV. Une passion telle qu'elle irradie.
Dans son élan, Aline Van Rompuy a embarqué toute sa famille avec elle. Mon père, ma mère, ma soeur, mon beau-frère, mes nièces, mes neveux, tout le monde, ils sont tous là, ils dansent tous. C'est lors de randonnées équestres qu'elle a découvert cette danse country qui était au cœur de fêtes western. Poussée par l'envie de danser comme une cowgirl, elle s'est inscrite dans un club de Sarreguemines il y a une dizaine d'années. Depuis, le soufflet n'est pas retombé. Il y a différents rythmes et puis le fait d'être en ligne, pas obligé d'avoir un partenaire, c'est déjà une bonne chose. Et les différents rythmes, donc il y a aussi bien du rock, du cha-cha, que des danses un peu plus modernes, plus rythmées, plus lents. Et voilà. Et le fait, quand vous voyez tellement de monde danser la même chose, l'un à côté de l'autre, je trouve juste ça magnifique, quoi. Un enthousiasme qu'Aline a partagé presque tout de suite. Au bout d'une année de pratique à Sarreguemines, elle est devenue animatrice d'un cours de danse. L'animateur qui était là-bas à l'époque m'avait vu danser et apprendre très très vite, et comme il avait besoin d'aide pour l'entrée d'après, donc au mois de septembre tout de suite j'ai commencé avec lui, il m'a appris les bases et c'était parti, voilà. Pendant 5 ans, Aline a fait danser les Sarregueminois en bottes à bout pointu et chapeau de cow-boy, avant de quitter le club pour s'installer à Sarralbe et finalement créer un club à Woustviller il y a 2 ans. C'est une sacrée équipe, ils sont tous des passionnés et dès qu'on fait une manifestation, tout le monde répond présent. C'est vraiment, je dirais même une grande famille. Une famille qu'il a fallu construire en organisant d'abord des séances gratuites pour donner goût. Actuellement, le club compte 84 membres, hommes ou femmes, de 6 à 68 ans. 2 fois par semaine, ils se retrouvent à la salle des sports de Woustviller, de 19h à 20h pour les débutants et de 20h à 21h45 pour les confirmés. Dans le but aussi de préparer leur représentation. Nos démos, on montre aux gens les différentes danses que l'on pratique, des danses en couple, en cercle, en ligne, sur différents rythmes, et pour leur donner déjà envie, pourquoi pas d'essayer et de venir, quoi. Si vous souhaitez, vous aussi, devenir un Tennessee Dancer, eh bien, sachez que les cours redémarreront en septembre, après la rentrée des classes. Avant ça, vous pourrez assister à une démonstration. Ça se passera à Roulin, le 22 juin. Renseignez-vous. Parlons d'une autre danse à présent, celle d'un combat. Ils sont 80 licenciés à pratiquer ce sport au Savate Club de Voipy, un sport très technique qui date du 19e siècle et qui se pratique uniquement avec les pieds et les mains. Ce club regorge d'ailleurs de talents, quelques champions d'Europe et du monde. Parmi eux, Michael Allard, que l'équipe de Mirabel TV a rencontré lors de son passage dans les locaux du club. On les appelle les savateurs. Pourtant, il n'est point question ici d'accessoires vestimentaires. Plutôt de combattants munis de gants et de chaussons se portant des coups de poing et de pied sans utiliser genoux et coudes. Apparu au 19e siècle à l'initiative de Michel Casseux, ce sport d'abord apparenté à l'escrime par l'utilisation exclusive des pieds ne cessera de se codifier au fil des années pour inclure des techniques de poing. Au Savate Club de Voipy, ils sont près de 80 licenciés à arpenter les rings, s'entraîner sur des sacs de frappe, mais également sous forme d'aérobie grâce au Savate Form. Un club familial qui ne cesse de croître depuis 36 ans. C'est de bouche à oreille et puis là, la pub, j'ai fait beaucoup de pubs, beaucoup de démonstrations, c'est pour ça que j'ai réussi à avoir beaucoup de monde. Depuis plusieurs années, ça fait 4-5 ans qu'on tourne à plus de 80 tireurs. C'est un sport qui est très technique, c'est pas de la bagarre de rue, c'est un sport qui est très codifié. Et je pense que ça plaît quand même aux gens parce que les gens viennent aussi pour un peu se défouler, transpirer un petit peu. Le but c'est de se faire plaisir, de transpirer sans se blesser, voilà. Un club qui regorge de talent et qui a vu passer en ces lieux quelques champions d'Europe et du monde. Michael est l'un d'eux, quart de finaliste du championnat de France élite et champion de l'Est première série en moins de 80 kg. Il n'a découvert ce sport qu'il y a 3 ans et connaît depuis une ascension fulgurante, lui qui partait toutefois avec quelques a priori. Je suis très surpris en fait
de ce sport, car on parle tous de boxe, voilà, un sport violent, un sport voilà, de rentre dedans, tout comme ça, alors que là, la boxe française, c'est quelque chose de plus technique. Ça demande beaucoup de souplesse, beaucoup de technique, beaucoup de regard, de vision. Voilà, c'est pas je fonce droit devant et puis je fais ce que j'ai à faire. Il y a tout un travail en fait pour justement chercher à gagner des points ou gagner carrément l'assaut, le combat, quoi. Et son combat, Michael le livrera à la saison prochaine avec pour objectif un titre de champion de France. Avec de telles pépites, nul doute que le Savate Club de Voipy a encore de beaux jours devant lui. Alors je vous invite à consulter également le site de la Fédération française de savate à l'adresse suivante www.ffsavate.com. FF-Savate en un mot. Vous y trouverez bien évidemment le club de Voipy, mais aussi tous les autres clubs de la Lorraine qui s'offrent à vous. On termine comme promis par le portrait d'un jeune artiste vosgien. Il s'agit de Pierre Crinquant. Ses œuvres sortent tout droit d'un film de science-fiction. L'équipe de mylorraine.fr l'avait d'ailleurs rencontré au dernier festival du film fantastique de Gérard May. Ces sculptures semblent, vous allez le voir, faites de métal, d'acier, de fer, mais en fait, il s'agit de bidons de lessive, de bouteilles de shampoing et de déchets ménagers en tout genre que le jeune plasticien recycle pour le plaisir des yeux. Regardez. Quand je crée, je stresse car je ne crée aucun plan. À la base, je ne me sens pas assez précis pour dessiner ce que je recherche et je préfère l'avoir dans la tête et le voir évoluer suivant les possibilités des matériaux. J'aime transformer des matériaux qui sont destinés à la poubelle en sculpture. Mon intérêt est justement de les remettre en valeur parce que des formes sont intéressantes. Et du coup, je pense qu'il y a un intérêt à leur faire vivre une nouvelle vie avec uniquement une couche de peinture et puis une association avec un autre objet qui n'aurait jamais dû être associé avec, on va dire. À la base, il y a toujours une structure bois qui permet de percer le plastique à mettre par au-dessus et à visser directement dessus. On a par exemple l'avant-bras qui est le carter d'un Karcher Black & Decker. Les flacons, tout ce qui peut venir de la salle de bain, de la cuisine, les flacons, les bidons de lessive. La toute première œuvre ici présente, ça va être Amy, qui est accrochée au mur. Et puis donc le dernier, qui était G-Instrument Orchestra, que j'ai conçu pendant les périodes de Noël en urgence pour être dans le thème du Fantastic Art, respecter les peurs et l'angoisse de la femme, qui était le thème principal, le fil conducteur de l'exposition. Pierre Crinquant que vous pouvez retrouver sur Facebook. Son adresse s'est affichée sur écran. Voilà, c'est sur ce jeune talent en devenir que nous nous quittons. J'espère cette semaine encore vous avoir fait découvrir la Lorraine comme vous ne la connaissiez peut-être pas. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un tout nouveau tour de la Lorraine en images. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à tous pour votre attention et votre fidélité. À très vite. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.